Il faudrait que je revienne sur l'histoire des contes de fées, leur signification et l'idée de la femme qu'ils perpétuent, mais en attendant, parlons de ces 3 personnages féminins incontournables de la pop culture des années 2000. Meredith, Bella et Elena. Si vous ne voyez pas quels peuvent être les points communs entre ces femmes, j'y arrive. Qu'on aime ces personnages ou pas, elles ont porté à elles seules séries aux 10 000 saisons, sagas décisives dans la vie d'une adolescente et séries ruinées par la flemmardise des scénaristes. Qu'on les aime ou pas, ces femmes incarnent ce que certaines appellent outre-Atlantique la sad girl, et je dirais les premières sad girls qui nous a été donné de voir sur nos écrans. La sad girl, c'est une tendance sur les réseaux sociaux à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer. Depuis Tumblr jusqu'à nos jours, sur TikTok, la sad girl, c'est la meuf qui souffre et qui montre qu'elle souffre, une meuf écorchée vive et déchirée par la vie. Certains datent la naissance de la sad girl à Emily Dickinson, mais ce dont on peut être sûr, c'est que personne n'incarne autant la fille triste que Lana Del Rey. Elle a même été consacrée déesse de la tristesse par notre mère à tous, Georgia Miller. Lana est la déesse de la tristesse. Sad Girl, c'est plus que le titre d'une chanson de Lana Del Rey. C'est à la base l'expression par les femmes de leurs états d'âme, loin de l'image parfaite que la société a toujours voulu qu'elle maintienne. Mais la Sad Girl a pris une autre dimension aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je vous épargne tous les discours sur le biais de négativité, la manière dont cette tristesse exposée sur les réseaux suscite empathie, donc émotion, donc vue. Les chansons ont leur Sad Girl en chef, mais les séries aussi. Meredith, Bella et Elena. Meredith, quand on la rencontre dans la première saison, elle est détachée de la vie, profondément déboussolée par la maladie d'Ellis Grey, meurtrie à cause du départ de son père, traumatisée par le comportement de sa mère. Je découvre que tu es seulement quelqu'un d'ordinaire. Bref, tout un tas de trucs qui donnent à son personnage une image de meuf dépressive. Bella, c'est notre chère bébé torturée. Alors elle, je ne sais pas pourquoi, elle fait toujours la moue de la meuf en souffrance. Pourtant, il semble n'y avoir rien qui justifie sa peine. Qu'Edward la touche, l'embrasse ou la quitte, elle est dans le même état. Bien sûr, Bella est au sommet de sa dépression quand Edward part dans le chapitre 2. Enfin, Elena, elle est un peu le personnage petite sœur de Bella. Elles aiment toutes les deux les vampires, elles finissent toutes les deux en vampires, elles incarnent la romantisation de la dépression, mais surtout, elles sont sauvées par l'amour. Et il est là le point commun de nos chères reines du petit et grand écran. Elles sont sauvées par l'amour. Cendrillon échappe à l'esclavage grâce à l'amour, Blanche-Neige échappe à la mort grâce à l'amour, Réponse échappe à la prison grâce à l'amour. Meredith, Bella et Elena sont tristes et vivent une vie en noir et blanc, sur pilote automatique, jusqu'à ce qu'elles échappent à leur propre existence, grâce à l'amour. Ah, l'amour, cette chose sans laquelle les femmes ne peuvent pas vivre. Meredith est sauvée de la noyade par Dr Mamour alors que Shondarim voulait la faire mourir. Depuis que Derek n'a Dieu que pour elle, Meredith a de moins en moins envie de danser avec la mort. Elle ne voulait pas se marier, mais finalement y consent parce qu'elle veut soudainement devenir mère. Elle renonce à tout ce qu'elle était pour devenir ce qu'il voulait qu'elle soit, mais le point positif, c'est qu'elle n'est plus dépressive. Bella retrouve l'envie de vivre quand elle apprend qu'Edward est vivant. Peut-être devrais-je pardonner cette trame narrative puisqu'Edward aussi était prêt à se faire tuer par les Volturi quand il la croyait morte. Même si je ne comprends pas pourquoi on continue de nous faire croire qu'il faudrait avoir envie de mourir par amour, je reste tolérante avec l'art. Bella se marie, se fait bénir par la semence de son mari et elle n'est plus jamais triste. Enfin, Elena n'a vu Stephen que 2 secondes, mais pourtant ils se regardent comme s'ils avaient été liés dans l'au-delà. Elle est bien mieux avec Damon si vous voulez mon avis, mais Stephen la tire de son épisode dépressif suite à la mort de ses parents. Le plus ironique selon moi, c'est la rapidité avec laquelle Stephen et Elena se mettent ensemble dès la fin de l'épisode 2 de la saison 1. Ça ne fait même pas 4 mois que ses parents sont morts, mais elle va déjà beaucoup mieux. Elle replonge quelquefois, mais elle puise sa force, son courage et son envie de vivre dans la présence de cet homme à ses côtés. D'ailleurs, pendant qu'Elena fait sa déclaration à Stephen, on entend en fond Gravity de Sarah Bareilles, le summum de la musique de rupture amoureuse, et pas n'importe quelle rupture puisqu'elle raconte l'histoire d'une relation toxique de laquelle on n'arrive pas à se sortir. Quoi de mieux pour introniser une nouvelle idylle? J'aurais pu vous parler de Peyton, qui est peut-être la mère des sad girls des années 2000, ou encore de Effie, mais vu qu'on est sur une chaîne série, je reviendrai bien entendu sur ces personnages prochainement. Morale de l'histoire, les hommes, c'est cool, c'est un très bon antidépresseur.